Même quand j'aurai beaucoup d'argent, je pense que je resterai en grande partie investi sur les actions parce que On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. que c'est la bourse qui va vous faire devenir riche. Mais en fait, ça, c'est du bullshit. la frustration qu'on a en tant qu'entrepreneur indépendant en France, c'est qu'on se dit putain, c'est le paradis du salarié en fait la France. Chers investisseurs, nous sommes super contents de vous retrouver pour un nouveau podcast en live. Et cette fois-ci, nous sommes à Maurice. Ça se voit pas forcément parce qu'on a loué un petit bureau. J'ai un peu bronzé moi quand même. Ouais, ça se voit un petit peu ton bronzage. Moi aussi un petit peu. Clément est venu me voir et on a profité de ça pour allier un petit peu des vacances. Et on s'est dit quand même à la fin de cette petite semaine de vacances qu'on s'est accordée, est-ce qu'on se ferait pas un podcast épisode spécial justement sur l'expatriation, parce que forcément c'est le sujet. Dès qu'on vient dans un nouveau pays, on voit les différences par rapport à son pays d'origine. Et j'ai pu peut-être te faire découvrir un peu plus les gens en local et qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui viennent s'installer ici. Et c'est peut-être une question que vous vous posez, que vous êtes posé à un moment, notamment si, je sais que ça ne va pas concerner tous les gens qui vont nous écouter, mais si vous commencez à travailler en ligne, en télétravail, ben forcément, à partir de ce moment-là, vous vous dites, en fait, je peux m'installer, et certes, je peux passer au lieu de bosser à Paris, je peux bosser à Clermont, mais en fait, je peux bosser aussi potentiellement en Italie, en Espagne ou même à l'île Maurice, quoi. Et du coup, c'est intéressant de réfléchir à ça parce que ça va avoir un impact évidemment sur l'argent que vous allez gagner et évidemment le style de vie. Donc, c'est un sujet un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire parce que ça mélange le pro et le perso. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, Clem, de Maurice, du coup c'est vrai que tu rencontres beaucoup de personnes qui font la même chose que ce que je fais en France. Et ça, c'est très différent parce que moi, je suis entouré de personnes qui ne sont pas du tout du milieu Internet. Et par rapport par rapport au télétravail et ce que tu disais, c'est qu'on a aussi rencontré des personnes qui font pas forcément que du online, mais qui sont aussi 100% télétravail avec la France, avec du coup une fille qui fait dans le notariat, Claire de Notaire, je crois, qui a fait. Donc c'est vrai qu'au final, on pense beaucoup à l'expatriation pour les gens qui font du en ligne et qui sont 100% digital et tout, mais au final, il y a aussi des métiers un peu plus classiques qui ont pu se digitaliser, comme cette fille-là, du coup, et c'est super intéressant. Après, c'est vrai que l'ambiance générale, tu sens quand même que les discussions sont pas les mêmes que dans le petit patelin où ce milieu-là n'est pas du tout connu. Donc ça pousse vers le haut et je pense aussi que je commence à comprendre pourquoi il y a beaucoup de personnes qui vont s'entourer, beaucoup de personnes qui partent à Dubaï, tu vois, typiquement c'est la destination où on voit beaucoup d'entrepreneurs partir. Mais c'est vrai que quand tu t'entoures de personnes qui font la même chose que toi, qui sont plus avancées que toi, bah, ça te tire instantanément vers le haut, je pense. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que dans ton patelin, en plus t'es pas dans un patelin, t'es à Pau, mais forcément, et moi j'ai pareil au Puy-en-Velay quand je revois mes anciens potes, c'est vrai que les sujets dont on va parler vont pas être des sujets, pas les mêmes, pas du tout les mêmes, et même ça peut créer des fois des tensions parce que bah, t'as pas forcément les mêmes valeurs sur l'argent, alors qu'ici, tu rencontres des gens qui bossent en ligne, qui ont envie de progresser et tout ça, et donc c'est vrai que ça donne envie quelque part aussi ça pousse à la réflexion et de se dire voilà. Et c'est vrai que c'est facile quand tu t'expatries en ligne, il suffit d'aller dans un hub. Donc, tu as cité Dubaï, il y a l'Estonie, il y a plusieurs endroits comme ça qui sont connus pour avoir des impôts assez faibles, mais aussi du coup une grosse part d'entrepreneurs en ligne. Et du coup, forcément, dès que tu arrives, tu te fais plus facilement des contacts. Et c'est agréable. Moi, je sais que c'est quelque chose. Je suis en train de réfléchir justement à un retour en France parce que ma chérie, du coup, termine ses études en France et elle a vraiment envie qu'on reste en France. Donc, moi, je pense rentrer en France d'ici un an ou deux. Mais c'est vrai que c'est ça qui va le plus me manquer à Maurice. Tu vois, les gens pensent que c'est les impôts ou je sais pas quoi. Mais non, en fait, c'est vraiment la mentalité entrepreneur, investisseur des gens où quand tu leur dis, bah voilà, j'investis en bourse, ils te disent pas t'es fou. Ils te disent plutôt comment tu fais, explique-moi. Et ça, même au-delà de la bourse, tu vois, typiquement l'argent, c'est un sujet qui est beaucoup moins tabou et qui est beaucoup plus ouvert. Tu parles très vite de chiffres, tu parles de business. En fait, tu te rends compte que la majeure partie des expats sont dans le business, tu vois. Et oui. Et en fait, de suite, moi, je passe d'un t'es bizarre et ce que tu fais, t'es un peu tout seul à Pau à faire ça. En tout cas, il y a d'autres personnes, je pense, mais que je connais pas forcément, mais dans mon entourage, je suis le petit poussé et en fait je connais rien du business, tu vois, parce que je suis quand même assez récent dans ce milieu là, mais ouais, c'est ouf. Après c'est vrai que moi je sais que je vais rester en France parce que je t'en ai déjà parlé, mais pour moi les relations sont hyper importantes et c'est ce qui me permet d'être heureux aussi. Mon groupe de potes, etc., on est vraiment très potes et tout le temps fourrés ensemble et c'est hyper important pour moi. Mais c'est vrai que cet aspect réseau et aussi l'aspect fiscal, parce que je pense qu'on va en parler un peu, moi je me fais défoncer et j'en ai un peu marre, tu vois.
Ouais, il paraît que tu as reçu une petite lettre qui t'a bien mis au fond. Donc, pour la petite histoire, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu une lettre de la Sécurité sociale où, en fait, la Sécu, je pense qu'après avoir donné beaucoup d'argent pendant la période Covid, font des contrôles un peu plus poussés sur certaines professions, notamment les professions réglementées de santé. Et du coup, à la moindre au moindre petit problème de facturation, je vais passer les détails, mais c'est vraiment des choses qui ne touchent pas au cœur de métier et aux soins que j'ai apportés à la personne. C'est vraiment de l'administratif. Ouais. Est-ce que la personne est en affection longue durée ou pas? Est-ce que c'est marqué sur la prescription ou pas? Enfin, des trucs vraiment qui ne changent pas le soin. Et du coup, il y a une personne à la Sécu qui est payée pour prendre toutes nos ordonnances, toutes nos facturations et voir si tout fonctionne bien. Et du coup, j'ai pris une amende parce qu'il y avait une amende. C'est en gros, ils reprennent un trop perçu de 5500 balles. Donc en fait, vas-y, fais chier quoi, tu taffes. Déjà, on est payé 16 balles, 13 la séance de base, ce qui est ridicule, c'est moins cher qu'une pizza à la truffe. Tu te dis, putain, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai passé un concours difficile, tout ça pour qu'ensuite l'administratif maintenant vienne en plus nous défoncer ce qu'on a gagné. C'est un peu chiant. Un espèce de ras-le-bol. Ici à Maurice, je connais des gens qui travaillent sur Amazon FBA, tu as dû les rencontrer. Ils sont 50, ils font 50 millions par an. Et il m'avait raconté qu'en France, ce qui les avait rendus fous, c'est qu'ils faisaient tout bien, ils déclaraient la TVA et tout ça. Et ils se tapaient des contrôles fiscaux, tu vois, avec quand même beaucoup de choses à remplir. On venait les titiller sur des petits points de détail. Et ils étaient en mode, ils disaient à la contrôleur fiscale, ils disaient, mais regardez, il y a ces gars, c'est des mecs qui vendent, des Chinois qui vendent n'importe quoi, ils payent même pas la TVA sur leurs produits. Et vous venez nous emmerder nous, alors que, enfin, tu vois. Et elle disait, bah oui, mais en fait, les gens d'entreprise qui sont pas en France, on peut pas les contrôler, quoi. Donc c'est vrai que tu as cette espèce de pression fiscale qui fait un peu. C'est toujours pareil, c'est un peu comme la police, il en faut, mais des fois tu as l'impression qu'ils s'attaquent ils font du zèle, tu vois, ils vont venir t'ennuyer pour des petits trucs. Alors c'est bien de respecter les règles, mais c'est vrai qu'en France, quand on commence à découvrir les règles, on se rend compte qu'en fait la liste de règles elle est comme ça, et donc forcément il y a quand même des règles que tu respectes pas. Surtout que c'est très dur d'être, je pense 100% légal. Ouais. Et c'est vrai que ça peut t'embêter quand tu te dis putain je fais quand même. Mais moi je fais hyper gaffe, tu vois. C'est ça qui me saoule, c'est que bon déjà sur l'aspect personnel, tout ce qui est déclaration de mes plus-values, de mes dividendes, tu vois, je suis le genre de mec à déclarer 3 € de dividendes perçus des îles. Je crois que c'est les îles Caïmans, je crois, où j'avais une boîte qui versait les dividendes de là-bas, tu vois. Donc je suis le genre de mec à déclarer ça. Et même mon comptable il m'a dit mais gros, on s'en fout, tu vois, genre c'est que dalle. Et du coup, mais les Français sont très carrés quand même. Moi j'ai remarqué que je reçois souvent des messages sur les dividendes, les déclarations des dividendes. Des fois, je vois des gens qui ont gagné 5 € et ils me disent comment on fait. Après, je pense que c'est bien parce qu'au moins tu sais le faire. Donc plus tard, 10 ans plus tard, quand tu en gagnes 5000, tu sais, en fait, ça change rien. Ta déclaration, c'est la même chose. Donc je trouve que c'est bien de le déclarer, sachant que bon, la fiscalité sur les dividendes, 30% de 5 €, à la limite, ça va pas faire une grande différence. Plus tard, oui. Mais ouais, et du coup, donc moi, je suis hyper carré. Et là, je viens me faire attraper sur mon activité, alors que je suis pas du tout dans le haut du panier des gens, des kinés qui gagnent beaucoup leur vie, tu vois. Moi, je fais un patient par demi-heure, je respecte ça. Au cabinet, je prends vraiment le temps. Les gens, ils restent 1 heure, 1 heure et demie. Je prends pas 10 patients en même temps, tu vois, ce qui est courant parfois dans les cabinets kinés où les mecs, ils font 40, 50 patients par jour. Moi, je suis à 20, tu vois. Et je me dis, putain, c'est moi qui me fais toper alors que, je respecte la convention Sécu. Je fais, putain, mais sérieux, ça fait chier, quoi. Et du coup, moi, j'ai pris une décision, c'est que à partir de février, là, je passe full time sur mon activité YouTube, digital, etc. On en avait parlé, alors que tu me disais au début, tu me disais toujours je vais essayer de garder les deux parce que c'est bien d'avoir les deux et puis tu avais besoin d'avoir un peu de contact humain, mais peut-être que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase où tu t'es dit j'ai peur de cet aspect manque de social, tu vois. Le fait de travailler tout seul en ligne, je me dis il va falloir quand même que je trouve des choses, enfin en tout cas des hacks pour garder des liens sociaux, parce que travailler tout seul chez moi ça va être compliqué tout le temps en tout cas. On peut peut-être aller en coworking ou trucs comme ça, il y en a aussi sur Pau, mais ouais, après là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis je me dis là ça fait 1 an et demi que je fais les 2 activités et je vois qu'en fait je suis optimisé sur aucune des activités, parce que d'un côté avec la kinésithérapie je travaille un peu moins puisque je travaille sur la création de contenu, sur ma formation en bourse, etc., sur cette activité là. Et du coup, vu que je travaille moins, j'ai moins de chiffre d'affaires, mais mes charges sont toujours calculées sur l'année d'avant. Donc, je paye beaucoup de charges, mais j'ai moins de chiffre d'affaires. Donc, en fait, ça fait 1 an que je gagne 1500 balles à tout péter avec l'activité kiné, tu vois. Et je me dis, 1500 balles, au final, si j'avais passé tout ce temps-là à fond sur mon activité digitale et que j'avais développé beaucoup plus, peut-être qu'en fait, j'aurais gagné bien plus. Donc, et de l'autre côté, sur l'activité digitale, je suis 2 après-midi par semaine et je suis au max de ce que je peux faire et je peux pas aller plus loin. Donc, en fait, là, j'arrive à un moment où je dois prendre une décision et je pense que je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, si je prends pas le risque maintenant, je le prendrai pas. Donc
On arrive toujours sur cette question de focus. Je pense que si vous commencez à tester, je sais que sur le forum, notre forum, il y en a pas mal qui ont discuté, tu sais, de lancer des side business. C'est une très bonne idée, mais rapidement, le side business peut prendre beaucoup de temps et si ça marche bien, on aura potentiellement envie de passer full time dessus. Mais après, c'est des choix qui sont parfois difficiles parce qu'on est habitué à un certain métier, à un certain salaire qui tombe tous les mois. Là, je fais aussi une croix, l'habitude de. Toi, tu as ton cabinet, tu as quand même pas mal d'engagement. Je fais une croix sur 7000 balles de chiffre d'affaires à peu près, tu vois. Donc, c'est pas rien non plus. Enfin, déjà, de base, quand j'étais que kiné, je gagnais correctement ma vie. J'étais pas à plaindre loin de là. Mais là, le fait de réduire la kiné et d'avoir ces 2 activités, en fait, il n'y a rien qui est optimisé et ça va pas du tout. Mais ouais, je fais quand même une croix sur 7000 balles de chiffre d'affaires. Donc, autour de moi, on me dit vas-y parce que c'est bien et tu t'éclates et on voit que tu kiffes ça. Mais c'est risqué. Et je sais. Mais de l'autre côté, si je prends pas de risque, je resterai kiné jusqu'à mes 67 ans et je vais râler toute ma life parce que la sécu me font chier. Tu gagnes pas forcément assez ou c'est sûr que tu es toujours un peu capé aussi sur le nombre d'argent que tu peux faire et puis c'est souvent des métiers qui sont très difficiles. Tu peux être bien payé dans la santé mais tu es quand même t'échanges toujours ton temps de l'argent donc tu es bloqué sur un... Ce qui m'a là où j'ai commencé à développer cette activité sur YouTube et le business et tout, c'est que à 27 ans, j'étais propriétaire des parts du cabinet, donc j'étais associé, j'avais des parts des murs du cabinet. Donc en fait, à 27 ans, j'étais au maximum de ce que je pouvais faire au niveau de mon évolution de carrière. Tu vois. J'ai été formé kiné du sport. En plus, quand tu te formes en santé et en kiné spécifiquement, t'es pas payé plus. Donc ça donne vachement envie de se former. Encore un truc super bien. Et du coup, j'étais au max quoi. À 27 ans au max. Tu te dis putain, en fait 40 ans à faire la même chose sans stimulation intellectuelle, c'est dur. Ça va pas le faire. C'est dur. Mais c'est le gros problème en France. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de plafond de verre très rapidement, c'est-à-dire qu'on a un SMIC qui est assez élevé par rapport à d'autres pays européens, mais l'employeur ne veut pas payer trop parce qu'après il va y avoir trop de charges et donc j'ai l'impression que tout le monde se retrouve un peu dans cette... assez rapidement tu te retrouves, tu sors des métiers un peu, des plus bas métiers qui sont payés SMIC, tu te retrouves dans la case environ 1800, 2000, entre 1800 et 2500 euros, mais après pour progresser au-delà de ça, difficile peut-être sans lancer sa propre activité ou alors un métier sales, métier où tu prends des coms, etc. Et du variable. On le voit, notamment, on reçoit pas mal de messages. Je sais que j'avais fait une vidéo là-dessus. Combien de temps tu prends pour devenir libre financièrement? Et ça dépend de ton taux d'épargne. Et ce taux d'épargne-là, évidemment, si tu es capé sur ton revenu, ça va être difficile parce que si tu gagnes 2000 euros, bon, peut-être tu peux vraiment dépenser que 1500, donc tu investis 500, c'est bien. Et si c'est stable, franchement, ça peut te permettre d'atteindre des bons résultats au bout d'un certain temps. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis, OK, j'ai du temps libre, j'ai envie d'accélérer ça. Parfois la vraie solution ça va être d'enlever ce plafond de verre et des fois c'est malheureusement changer d'industrie parce que dans son industrie c'est pas possible de progresser plus, mais il faut se rendre compte qu'il y a plein d'industries et ici à Maurice on s'en rend compte aussi parce qu'on rencontre plein de gars qui gagnent beaucoup d'argent sur plein de domaines différents, l'e-commerce, mais tout ce qui est développement web, tout ce qui est et il y a vraiment des industries, on parle de l'IA beaucoup en ce moment qui grandissent vite et où il y a des opportunités où en 5-6 mois, je pense que tu peux devenir assez bon et commencer à gagner tes premiers sous. Maintenant, ça prend toujours du temps de vraiment gagner complètement sa vie avec une activité. Tu vois, toi, ça finalement, ça va arriver là et ça sera au bout de 3 ans. Quoi. Mais là, ça fait 2 ans que j'ai fait la première vidéo, même pas encore. Donc, ça fait même pas 2 ans, donc c'est assez récent. Mais c'est vrai que par contre, la transition est assez compliquée parce que, en fait, tu passes d'une situation assez stable. Tu vois, par exemple, moi, j'investissais pas mal en bourse. J'investissais 1500 euros à peu près tous les mois. Donc, c'était quand même très correct. C'était très bien. Et ces derniers temps, j'ai dû réduire parce que je suis obligé d'anticiper ma transition professionnelle. Donc, je suis obligé de mettre du cash de côté. Je sais que mes charges vont continuer, mais que je ne vais plus rentrer de chiffre d'affaires. Donc, je dois anticiper ça. Et du coup, et avec mon activité sur le web, sachant que c'est un side business et que je n'y suis pas à 100%, je ne me verse pas d'argent encore avec ce business-là. Tu vois, je me paye des charges. Je me suis payé le billet pour aller à Maurice parce que on avait prévu de taffer un petit peu, enfin je vais pas le passer à 100%, mais tu vois, il y a des choses comme ça qu'on peut, c'est avantageux. Mais du coup, petit à petit, j'investis de moins en moins. Et en fait, là, il y a une zone grise où en fait, il faut pas rester dedans. Donc, quand tu as envie de te lancer, je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut y aller à fond, sinon. Et en fait, c'était ça. J'avais 2 solutions. C'est soit j'y vais à fond, je teste, et si ça fonctionne, tant mieux. Et si ça fonctionne pas, je suis toujours kiné. Soit j'arrête le side business et je me remets à fond parce qu'en fait l'entre-deux il y a trop de travail pour le résultat quoi. Surtout que tu avais un peu des biens immobiliers aussi, tu vois, le gestion immo. Moi j'avoue que je suis très focus sur une manière que vous avez de bien gagner votre vie et focus sur une manière de bien investir votre argent.
Et voilà, et pour moi les deux suffisent, et la bourse ça se combine très bien avec un business à cash flow. Au contraire, à l'IMO ça va plus se combiner, je pense, avec un CDI où tu as du temps justement pour t'occuper un peu des biens IMO, parce que ça prend quand même à mon avis plus de temps que des investissements boursiers. Et je dis toujours, il y a 3 types d'investissements qu'il faut toujours faire. C'est en vous, donc se former, apprendre des choses, que ce soit via des livres, des formations, des choses comme ça. Dans votre business, donc dans votre side business, ou voilà, forcément si vous voulez vous lancer dedans et que c'est quelque chose qui va pouvoir vous faire gagner de l'argent et vous allez progresser, là le retour sur investissement il est démentiel. Si vous achetez une formation 1000 € pour apprendre à coder, mais que derrière, grâce à vos compétences, vous êtes capable de décrocher des contrats à 2-3 000 € par mois, et ça ce que je dis, c'est complètement réalisable. Moi j'ai un ami qui fait du social management, donc il gère des réseaux sociaux, et c'est ce que je te disais, il est payé 2 000 € par mois pour gérer un compte Twitter. Donc il faut se rendre compte. C'est pour ça que moi je suis toujours partagé sur ces questions-là, parce que j'ai pas envie de dire aux gens quittez votre boulot, tu vois, et je veux pas dire que c'est pas risqué et que voilà, mais il faut aussi se rendre compte de l'opportunité qu'il y a à travers ces nouvelles technologies et ces nouveaux business. Les sociétés sont prêtes à payer très cher si vous êtes bon dans votre domaine de compétences, et ça peut arriver assez rapidement de décrocher des bons contrats. Je pense qu'en fait l'échelle est complètement différente des métiers traditionnels dans le salariat. Genre en gros, presque dire en fait sur des business comme ça, en fait presque 10 000 € par mois, c'est très bien, mais il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup plus. Et en fait cette norme là, c'est pas du tout la même de 95% des gens, parce qu'il faut le dire quand même, c'est une exception. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hyper motivées, hyper déterminées à aller beaucoup plus haut, avec une vision de la vie où on a envie de se développer, d'avoir de l'abondance, etc. Et c'est pas le cas de tout le monde. Mais ouais, en fait, tu arrives très très vite sur des montants, des salaires très élevés. Après, salaire, oui et non, tu vois, c'est toujours pareil, c'est du chiffre d'affaires. Et quand faut qu'on en parle, on va parler des impôts en France, et qui peuvent réduire drastiquement le net qu'il y a dans la poche. Mais en tout cas, déjà sur le brut, il faut bien se rendre compte qu'en effet, il va y avoir des domaines, et notamment on parle beaucoup alors après il y a carrément de lancer son business, mais là c'est plus compliqué, il faut avoir plus d'expérience et ça peut être plus challengeant. Toi tu as démarré avec ça, mais souvent ce que font aujourd'hui beaucoup les gens sur internet qui ont envie de liberté, et je pense que c'est important de parler de ce sujet là, parce que finalement moi je me sentais pas libre dans un métier qui me plaisait pas. Donc à nouveau, si vous avez un métier qui vous plaît, c'est encore autre chose, mais des fois tu fais un métier qui te plaît pas et tu te dis je vais devoir le faire pendant 30 ans pour enfin être libre. Et du coup, des fois, il faut retourner la question et se dire, est-ce que je peux pas être un peu plus libre dès aujourd'hui en changeant de métier, en changeant de carrière, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui ont des bons résultats, du coup, en commençant avec, tu sais, des prestats en freelance, tout simplement. Freelance, ouais. En se formant sur un domaine qui leur plaît, qui les tente bien. Donc voilà, même je pense qu'il y a montage vidéo. Nous, il y a on donne pas mal d'argent à plusieurs freelances. Moi j'ai 3 freelances qui bossent avec moi. Ouais, voilà, miniature YouTube, assistant web, notamment si voilà. Naturellement, c'est plus les jeunes, parce que les jeunes ont souvent plus cette envie de se former aux nouvelles technologies et sont à l'aise avec les ordinateurs. Mais honnêtement, même si vous avez 30-40 ans et que vous sentez que vous êtes dans votre carrière, il n'y a plus de progression, franchement, tu vois, rien n'empêche de se former, de partir sur autre chose, quoi. Et après, je pense que tu vois, important, être heureux dans son travail, parce que c'est ça aussi qui est très important, c'est que potentiellement tu vas le faire encore longtemps. Ouais. Mais je pense qu'il y a 3 aspects à prendre, tu vois. Il y a vraiment, ou même, enfin, on va dire 2. Je pense qu'il y a l'argent qui est important, ça c'est sûr, c'est important. Mais aujourd'hui, si tu prends, par exemple, gagner 5 000 € par mois et travailler 50 heures par semaine dans un boulot qui te fait chier, est-ce que c'est pas peut-être mieux de gagner 2 fois moins, donc 2 500 balles, dans un boulot que tu kiffes, avec et une gestion 100% libre de ton temps, tu vois. Et en fait, c'est ces 3 variables-là, genre le kiff, la liberté et l'argent, qu'il faut prendre en compte. Et moi, je sais que j'ai fait le calcul, je me suis dit aujourd'hui, bon certes, je gagne bien ma vie, mais si je descends à 2000 balles par mois, c'est-à-dire un salaire que je pourrais potentiellement me verser si je passe à temps plein et que j'augmente un petit peu mon chiffre d'affaires, mais vraiment léger par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose qui serait atteignable. Et je me dis, est-ce qu'avec 2000 € par mois, 100% libre de ce que tu fais, de ce que tu veux, plus personne pour te faire chier, plus d'administratif. Après, ça dépend, tu vois, ça dépend vachement des profils des gens. Moi, j'avais entendu dans un livre, il parlait des drives, le livre s'appelle Drive, il me semble, les trois éléments de motivation au boulot, et tu sais qu'il n'y avait pas l'argent dedans. C'est ça qui est surprenant. C'était, il me semble, l'autonomie. Donc, sentiment que tu peux faire un peu et travailler sur ce que tu veux. On en parlait avec mon coloc hier, et il a lu un bouquin là-dessus. Il disait que souvent, on met les gens aussi dans les métiers, dans des tâches où ils ne sont pas bons, où ils ne prennent pas de plaisir. Et donc ça, c'est important de se battre auprès de ses supérieurs et de sa hiérarchie, de dire mettez-moi dans un domaine où je vais exceller. Et d'ailleurs, je vais terminer sur les 3, mais on va parler de l'excellence, parce que moi, c'est un des gros critères, je pense, qui fait la différence. Donc l'autonomie, il me semble qu'il y avait les gens, et ça c'est le plus important, je crois, le critère le plus important, c'est-à-dire le lien social avec les gens. Est-ce que l'équipe, quoi. Voilà, l'équipe, et voilà.
Et après, est-ce que tu es passionné? Est-ce que ça te drive le côté passion? Est-ce que tu es passionné par ce que tu fais et tu y penses en rentrant chez toi, etc. Et je pense que beaucoup de gens se retrouvent aussi dans un métier où c'est un peu ce que j'appelle le CDI planqué, quoi. C'est-à-dire que c'est OK, je gagne pas trop mal ma vie, mes collègues du bureau, ça va à peu près, tu vois, mais au bout d'un moment, je pense que cette situation-là, elle est trop confortable et des fois, ça peut être bien de se dire, bon là, c'est pas le pire, je suis pas le plus à plaindre et il y a des gens qui sont dans une pire situation que moi, mais j'ai envie de plus et je vais me diriger vers quelque chose où je vais pouvoir vraiment exceller, où je vais vraiment pouvoir me donner à fond et en me donnant à fond, non seulement moi je vais kiffer, mais je vais sûrement pouvoir gagner plus parce qu'à un moment, c'était le titre, tu sais, les Américains font beaucoup ça là, So good they can't ignore you. Tellement bon que l'entreprise peut plus t'ignorer, l'entreprise peut plus se passer de toi. Et là, dans les négociations salariales, c'est fort. Quand t'es vraiment quelqu'un qui est très bon, bah tu peux venir et dire, bah voilà, maintenant je vais te payer tant. Et l'entreprise va dire, bon bah normalement on paye pas tant, mais là on va payer tant parce que t'es vraiment bon. Et donc c'est aussi réfléchir en effet en termes d'avantages compétitifs. On parle beaucoup des avantages compétitifs dans les entreprises, de la douve. Mais en fait, vous avez votre propre douve personnelle. Si vous êtes capable de faire quelque chose que très peu de gens sont capables de faire, vous avez une compétence qui est rare et qui est très chère pour l'entreprise, qui apporte beaucoup de valeur. Je pense que ça peut permettre vraiment de développer drastiquement votre revenu. Et voilà, sur un commentaire YouTube, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui me disait il y a très peu de gens qui gagnent plus de 2500 € net par mois en France. C'est vrai, mais en même temps, il y en a aussi qui existent. Et il y en a beaucoup qui existent, qui doivent gagner des 5000, des 10 000. Et donc, c'est intéressant peut-être de regarder comment ces gens-là font, comment ils y sont parvenus. Et moi, tu vois, une réflexion que je m'étais faite, c'est qu'en moyenne, dans la formation Trident, la méthode Trident, les gens déposent 500 € par mois. Donc, ils sont incapables de mettre 500 € par mois. L'idée, ça serait de calculer à partir de ces 500 € par mois, combien de temps tu mets pour devenir libre financièrement. Je pense qu'avec 500 € par mois, alors après, tout dépend du chiffre qu'il te faut pour devenir libre financièrement. Il y a des gens, il leur faudra 1000 €, des gens, il leur faudra 2000, des gens, il leur faudra 10 000. Mais on sait qu'à peu près les gens, je pense que c'est un 2000 € par mois. Je pense que la majorité des gens seront d'accord pour dire que c'était libre financièrement. Tu couvres tes charges au moins avec 2000 balles, c'est déjà pas mal. Exactement. Et donc, je pense qu'en déposant 500 €, avec l'objectif de gagner 2000 € par mois de revenus passifs, je pense que ça prend, il faudrait que j'analyse les calculs, mais ça prend un petit 20 ans, 30 ans. C'est un peu long. C'est atteignable, mais c'est plus une retraite en mode je compte pas sur l'État et je me crée ma propre retraite. Et donc, pour beaucoup de gens qui voudront l'atteindre plus vite, qui voudront l'atteindre à 40 ans, qui voudront prendre la retraite un peu plus tôt ou à 50, même 10 ans plus tôt, il y aura ce besoin d'augmenter ces 500 €. C'est-à-dire, au lieu de déposer 500, passer à 1000, voire à 1500. Et pour passer à 1000, à 1500, il faut augmenter forcément son revenu. Je pense c'est là qu'il y a un point très très important et je pense très intéressant parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. que c'est la bourse qui va vous faire devenir riche. Mais en fait, ça, c'est du bullshit. La bourse, c'est là pour faire fructifier l'argent que vous avez déjà gagné. Donc, plus vous en gagnez de base, plus en fait, ça va marcher. Mais c'est une variable vraiment non négligeable. Genre, la bourse, c'est vraiment 3 piliers. Tu as le temps, donc on en a parlé, plus tu investis longtemps, plus les intérêts composés, c'est pour ça qu'il faut commencer tôt, même si il faut mettre, moi j'ai toujours les jeunes, il vaut mieux mettre 80% de l'argent, si vous êtes capable de mettre 100 € de côté, il vaut mieux mettre 80 € dans votre formation et seulement 20 € en bourse. Parce que tu vas décupler. Voilà, mais les 20 € en bourse, il est important de les mettre parce que tu prends l'habitude et parce que sur un long période de temps, ça va quand même rapporter. C'est hyper important. Et le deuxième, c'est la performance. Mais ça aussi, la performance, tu peux pas avoir une performance illimitée. Plus tu vises une performance élevée, plus tu prends du risque. Donc, il y a toujours un rapport risque-rendement à respecter en fonction du profil, etc. Et la troisième variable sur laquelle on peut le plus jouer au final, c'est le capital que tu vas investir. Et au final, si déjà tu arrives à jouer énormément sur ce levier-là et passer de 500 € à investir tous les mois à 1500, peut-être 2000, et en fait, il y a des gens, on ne se rend pas compte, mais il y a des gens qui investissent énormément d'argent. Et derrière, ton argent travaille vraiment pour toi. Ouais. Mais même quelqu'un qui n'a pas quelque chose d'optimisé, c'est vrai que s'il gagne juste 5%, mais qu'il a 1 million placé, en fait, il gagne énormément d'argent et il peut être libre. Donc, je suis d'accord avec toi. Et je pense que l'optimisation de la performance, en fait, plus tu as de capital et plus c'est intéressant d'optimiser la performance, moins tu as de capital et moins tu te prends la tête. Et, tu vois, et moi, d'ailleurs, c'est un truc que je dis souvent, c'est que si vous ne pouvez pas déposer au moins 300 € par mois, je recommande de ne pas rejoindre mon programme qui est justement un programme pour optimiser la performance. Donc, heureusement, moi, ça ne prend pas trop de temps. J'essaie de simplifier ça pour que les gens puissent suivre les recommandations. Mais ça prend quand même toujours un peu de temps. Mais voilà, pour pouvoir optimiser cette performance, à nouveau, on vise 2% de plus que les indices. On va voir, pour l'instant, on y arrive. On va voir si ça se maintient. Mais l'idée, c'est de faire 2% de plus. Et donc, cette optimisation de performance, sachant que tu vois, nos formations ont un coût, c'est plus dirigé vers les gens qui ont déjà une capacité d'épargne de entre 3, moi je dis 300 € par mois minimum, et ça va être encore mieux si vous avez 500, si vous avez 1000, etc. Donc en effet, il y a toujours cet équilibre. Et je pense que moi, là, j'arrive enfin à un point, tu vois, où avec plus de 500 000 € en bourse, où je commence à me dire, en fait, la bourse, ça m'a déjà rapporté 100 000 € de bénéfices. Et donc,
voilà, ça commence à devenir des trucs où je pourrais finalement chercher à optimiser plus et passer beaucoup plus de temps là-dessus parce que pour moi, il y a un vrai gain marginal si j'arrive à augmenter de 1% la performance. Ça, c'est une question intéressante en vrai parce que est-ce que tu penses que plus tu as d'argent, plus tu vas optimiser la performance et chercher plus de performance, ou plus tu as d'argent, plus tu vas… Ça, c'est un bon débat, ça. Ça, c'est un gros débat et moi, c'est un truc, à chaque fois, j'entends le contraire. Parce que les gens disent souvent, final, t'es jeune, donc prends un maximum de risques, tu t'en fous si tu perds tout. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que t'es jeune, t'as pas d'argent. Le peu d'argent que t'as évite aussi de le perdre parce que c'est de l'argent que tu voudras beaucoup sinon sur le long terme. De toute façon, la phrase investissez uniquement ce que vous avez à perdre, c'est la phrase la plus conne de l'histoire de la bourse. Parce qu'en vrai, personne n'est là pour perdre de l'argent. Donc, déjà, si tu pars de ce principe-là, tes décisions vont pas être bonnes. Ouais. En fait, sur du gambling, c'est des citations où elles sont à moitié justes, à moitié fausses. Je dirais pas que c'est complètement à jeter. Disons qu'il faut pas partir avec le fait de se dire ok, je mets cet argent-là et il faut que je le récupère demain. Voilà, mais c'est plus ça. Mais il faut pas partir en effet avec l'idée que tu vas déjà perdre. C'est comme tu lances pas une boîte avec l'objectif de dire bon ben c'est pas grave, je vais échouer. On en avait parlé hier. Quand tu vas au casino, tu te dis voilà, là j'y vais avec 40 balles, je peux les perdre. Voilà. Ok, mais par contre, quand tu investis ton argent, l'investissement a pour but de gagner de l'argent, ou en tout cas d'en faire quelque chose d'intelligent. Donc tu pars pas en te disant je peux le perdre. Et puis, mais enfin, tu es obligé mentalement quand même, je pense, de te dire ok, c'est possible que j'ai un drawdown, c'est possible que ça perde un moment, mais tu y vas quand même avec l'objectif sur 10 ans, à nouveau, c'est le bon temps d'horizon pour te dire ok, bah, là je vais pouvoir faire fructifier, mais en effet pas sur le court terme. Mais pour rejoindre le sujet que tu disais, en effet, il y a beaucoup ce truc de ok, je suis jeune. Donc je vais miser sur des petites cryptos, des trucs qui peuvent faire x100, et au contraire je suis plus âgé, j'ai mon capital donc je veux vraiment le sécuriser. Je suis pas forcément d'accord avec ça, tu vois, parce que je comprends un peu la logique qui est derrière, mais je pense que les jeunes gagneraient beaucoup à faire des trucs sécurisés, et je pense que quand tu as beaucoup de capital, tu peux prendre un peu plus de risques aussi, parce que finalement si tu en perds un petit peu, tu vois. Et puis de l'autre côté, on revient à la question où est-ce que je pense qu'il n'y a pas plus de risques. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse en fait à cette question. Ça va dépendre profil, de la personne. Parce qu'une personne, imaginons, une personne qui a 10 millions d'euros, ce qui est énorme. Ouais. Au final, si lui, il fait 5% sur son capital tous les ans, bah, franchement, je sais pas comment ça fait, mais ça fait déjà une très belle somme. Ouais. Donc, ça lui suffit. Est-ce que prendre plus de risques, avoir plus de stress, si déjà il est un peu limite psychologiquement, etc., est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher un peu plus de risques ? Je suis pas sûr, tu vois. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de bonne réponse, ça va dépendre du profil. Mais par contre, je te rejoins dans le sens où, en fait, pareil, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse sur t'es jeune, tu dois aller sur du risqué et faire des multiples, tu vois. Je pense que tu as plus intérêt à le faire quand tu es jeune, d'essayer de faire ces stratégies quand tu n'as pas beaucoup de capital, tu vois. Mine de rien, si tu es intelligent et que tu arrives à faire x10 sur une crypto, c'est toujours l'argent que tu n'avais pas de base, tu vois. Ouais, mais alors tu vois. Après, il y a des mecs, il y en a qui ont fait x10 et du coup ça leur a fait un capital de base qu'ils ont remis en bourse, mais c'est rare. Bon, la grande majorité, 95% des jeunes ont perdu de l'argent, et cet argent-là, tu vois, c'était le début de leur fonds de sécurité, c'était le début, ils auraient pu prendre des bonnes habitudes avec cet argent-là. Donc moi je suis vraiment anti ça, et de toute façon moi je suis contre cette idée de dire, tu l'as sorti tout à l'heure cette phrase, et je pense qu'il faut faire très attention parce qu'il y a vraiment des astérix sur plus de risques, plus de rendement. De manière générale c'est vrai, mais on se rend compte que moi, j'essaie toujours d'améliorer mon rendement tout en diminuant mon risque. Et typiquement, les actions de qualité, on le sait, et voilà, le MSCI World, c'est moins de drawdown et c'est une meilleure performance pourtant par rapport le MSCI World Quality par rapport à MSCI World. Donc, je pense que tu as vraiment cette optimisation-là. Et c'est vrai qu'après, c'est toujours pareil. Moi, je pense que même quand j'aurai beaucoup d'argent, je pense que je resterai en grande partie investi sur les actions parce que voilà, j'ai mes dividendes qui tombent. Donc, tu peux aussi trouver des stratégies qui permettent de te rassurer sur la partie risque. Et je pense que voilà, si tu vis par exemple des dividendes, en fait, tu vois, tu n'as pas trop à t'inquiéter de la volatilité potentiellement des actions, et ça te permet quand même de développer ton patrimoine sur le long terme, parce que voilà, le mec qui a 1 million et qui le place à 5%, bon voilà, si l'inflation est à 5%, on avait prévu de vous faire un sujet sur justement les obligues, etc. Donc ça sera peut-être le prochain sujet du podcast. Faut peut-être qu'on se ressente, mon Clem, je suis en train de penser sur la partie fiscalité française. Est-ce que tu peux nous donner ton avis, toi, justement, sur le brut, le net, ton expérience? Est-ce que quand on gagne en France, comme toi, on fait beaucoup de chiffre d'affaires, concrètement, combien il reste dans la poche? Et moi, pendant ce temps-là, je vais rebrancher parce qu'on a eu une petite problème de batterie. Ouais. Alors en gros, j'ai tu vois, c'est sur 2 activités différentes. La première activité, c'est la kiné. Et la kiné, tu sais, c'est une profession libérale. Donc en gros, tous mes revenus, donc tout mon chiffre d'affaires est considéré comme un revenu imposable, tu vois, sur lesquels j'ai des charges, etc.
Donc sur ça, au final, tu te fais quand même pas mal défoncer parce que tu as l'URSSAF qui vient là, c'est plus de 20%. Tu as la caisse de retraite, la Carpinco, c'est la caisse de retraite des kinés qui te prend aussi beaucoup. Tu as les charges de ton câble et au final, tu as les impôts sur le revenu. Donc au final, il me reste environ 40% du chiffre d'affaires. Parce que j'ai pas mal de charges au cabinet, on a un grand cabinet, on a une secrétaire, etc. Ça peut être optimisé, mais c'est pour mon cas, tu vois. Et après, de l'autre côté, j'ai ma société, donc ma SAS, sur laquelle j'ai mon activité création de contenu, etc., où tous les revenus tombent, tout le chiffre d'affaires. Et là-dessus, pour le moment, je ne me paye pas de salaire, je ne me verse pas de revenus. Mais tu as deux façons de te rémunérer dessus. C'est soit en salaire, et si tu te sors un salaire, tu payes 82% de taxes entre les taxes salariales et les taxes patronales par rapport à ton net. Ça, c'est un truc de fou. Les gens ne se rendent pas compte parce que quand tu reçois un 2000 en France, on ne se rend pas compte que quand vous recevez un 2000, en fait, votre employeur, il a payé un 4000. Il a payé 3008. Il a fait quasiment un x2. Et des fois, je me demande si les gens préféraient pas peut-être avoir. Après, c'est aussi un débat de société. Peut-être avoir moins cotisé, peut-être moins pour leur retraite, mais avoir plus de salaire. Comme ça, ils mettraient plus de côté. Et ils créeraient plus c'est ça aussi des fois les calculs, parce que typiquement quand tu t'expatries, c'est aussi pour ça que les expatriés sont très au courant sur l'investissement, etc. Parce qu'ils se rendent compte que dès que tu quittes le système français, t'es tout seul, il va falloir te débrouiller. Et là, la France va pas venir te sauver en te donnant, tu vois, t'as plus tout ce qui va être justement chômage, etc. Donc t'as plus d'argent, il faut mieux le gérer et apprendre à mieux le mettre de côté. C'est là aussi où je me dis que moi, j'ai tout intérêt à prendre le risque, parce que en tant que profession libérale, ma retraite, elle est vraiment pourrie par rapport à ce que je gagne. J'ai pas de chômage, j'ai pas de congé payé. Enfin, tu vois, je suis indépendant, tu vois. Mais je me dis, en vrai, j'ai beaucoup de similitudes avec des entrepreneurs qui ont un business et j'ai aussi les désavantages d'avoir une entité au-dessus, etc., etc. Donc je me dis, bon là, c'est peut-être mieux quand même de passer 100% business. Et tu peux beaucoup plus piloter, tu vois, parce que sur la SAS, tu peux aussi décider de te payer en dividende. Et là, tu seras potentiellement moins imposé. Encore que c'est quand même énorme parce que tu te tapes l'impôt sur les sociétés. Donc 15% jusqu'à une certaine tranche, je crois que c'est 40 et quelques. 40 000, et au-dessus, c'est 25. Donc tu as déjà cet impôt sur les sociétés qui sort. Et ensuite, tu as 30% de flat tax sur les dividendes que tu te verses. Donc tu arrives encore quasiment à 50%. Sans parler du salaire, c'est vrai qu'une idée, pour vous donner une idée sur donc quand vous créez une SASU, qui est généralement le truc que beaucoup d'entrepreneurs en France vont créer, il y a aussi la SRL qui permet d'avoir des salaires, de se verser des salaires avec un peu moins d'impôts. Mais bon, prenons la SASU. Il y a la TVA, donc si vous vendez des produits, vous êtes à 20% de TVA. 20%. Il y a l'IS qui à nouveau est à 25% avec un taux préférentiel, voilà. Et enfin la flat tax. Donc on est quand même sur 20% de TVA, 25% d'IS et 30% de flat tax. Cumulé, il y en a beaucoup qui disent que de janvier à septembre, tu travailles pour l'État français et le dernier trimestre, c'est pour toi, quoi. Donc c'est vrai que c'est un taux d'impôt qui est très élevé. Et donc forcément, ça pousse, je pense, beaucoup de gens à se dire, surtout des gens qui travaillent en ligne, à se dire, est-ce que ça vaut le coup ? C'est-à-dire, est-ce que les 60% que je paye d'impôts, je les retrouve derrière sur le système ? Donc je pense qu'on peut dire sur pas mal de points qu'on les retrouve en partie. Notamment, tu l'as vu à Maurice, les routes sont pas toujours très bien entretenues, il y a beaucoup plus de déchets par terre, il va y avoir des soucis comme ça. Donc je pense qu'en France on a un très bon système de santé, même si toi-même tu le dis. Ouais, mais tu vois, moi je suis dedans et le système de santé il est en train de se dégrader mine de rien, tu vois. Aujourd'hui tu galères pour trouver un médecin traitant, il y a des déserts médicaux partout. Le niveau est très bon, le niveau est très bon, mais l'accessibilité devient de plus en plus difficile. Une IRM t'en as pour un mois et demi. Chez les kinés, tu as des semaines d'attente en fonction des zones. J'ai l'impression qu'en France, si tu as un vrai souci de santé, tu vas être super bien pris en charge. C'est-à-dire un truc urgent, tu vois. Mais si tu es comme nous, tu vois, genre, je sais pas, moi j'ai une oreille, tu vois, qui s'infecte, c'est ça, mais, tu vois, c'est pas un problème mineur, mais c'est pas non plus, genre, mon oreille est pas en train de tomber. Et ça fait. Après, je suis entre les deux, donc c'est plus chaud, mais c'est vrai que le rendez-vous ORL en France, ça fait 6 mois. 6 mois, voilà. 6 mois, dermato 6 mois. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant, et dans d'autres pays, c'est plus facilement accessible. Après, le niveau, c'est toujours pareil. Le niveau, moi je suis allé voir un ORL à Maurice, c'est pas dingue. Et je me suis dit, bon, en vrai, je vais aller voir l'ORL en France. Donc c'est aussi ça qu'on critique beaucoup sur les expatriés. Il y en a beaucoup qui disent, oui, vous êtes expatriés, mais vous revenez en France pour vous faire soigner, pour accoucher, etc. Donc c'est vrai que les systèmes de santé sont plus ou moins équivalents. Enfin, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Après, je pense qu'il faut se méfier de ça parce que je pense que les pays sont en train de se. Il ne faut pas oublier qu'on parle de pays qui sont en train de se développer et ça va, je pense, devenir de mieux en mieux. Moi j'ai des expatriés à Maurice qui sont quand même allés se faire soigner, qui ont accouché. Oui, je pense que ça fonctionne, mais je pense que le système français est très bon, mais même, je pense qu'il est en train de courir légèrement à sa perte. Je pense que le 100% sécu, de toute façon, c'est quasiment terminé.
va y avoir de plus en plus les mutuelles qui vont prendre le relais, donc le prix des mutuelles va augmenter, on va arriver sur un système de santé où il y a une partie prise en charge par la Sécu, ce qui est déjà le cas pour beaucoup de choses, mais on s'en rend pas compte. Tu vois, moi, quand il y a une personne qui vient au cabinet, si on fait le tiers payant à 100%, c'est-à-dire que le mec il ne paye pas, en fait il se rend pas compte qu'il y a 60% qui est payé par la Sécu, 40% par sa mutuelle. Mais en fait le mec il a l'impression que c'est gratos déjà. C'est comme le salaire, en fait, c'est comme le salaire. Tu te rends pas compte que quand tu touches 2000, en fait il y a 2000 balles qui t'ont été prélevées, qui ont été payées d'impôts parce que c'était à la source, etc. Et je pense que c'est une bonne chose comme une mauvaise chose. Nous, dès que tu passes de l'autre côté en tant qu'entrepreneur, c'est plus difficile parce que tu encaisses la TVA, tu encaisses ton impôt sur société. Tu reverses. Et ensuite tu reverses. Et tu fais les sommes que ça fait. Et tu te rends compte que dans d'autres pays, donc à nouveau en France, on est, on va dire, entre 40, 50, 60%. Alors ça dépend comment tu optimises. Et en France, on entend beaucoup ce truc. Tu peux vivre sur ta société. Et tu sais, le fameux, tu fais passer un maximum de trucs. Mais moi, je me dis toujours, d'accord, mais quand est-ce que tu t'enrichis? Il y a quand même une limite. En fait, c'est ça justement au sujet, le sujet auquel je réfléchissais là de suite, c'est que quand tu es en SASU, donc dans mon cas, en fait, si je me verse beaucoup de salaire, je vais me faire beaucoup imposer. Si je me verse beaucoup de dividendes, je vais me faire beaucoup imposer. Donc peut-être que le plus optimisé, c'est de le laisser sur la boîte et de l'investir directement sur la boîte. Sauf qu'au final, c'est pas vraiment moi qui m'enrichis, mais c'est plutôt la boîte. En fait, il y a plein de questions qui sont hyper intéressantes. C'est que là, avec ma SAS, je sais que je vais pas pouvoir investir en bourse autant que ce que j'investissais avant. Et ça me fait un peu chier parce que au final, j'ai quand même envie d'investir en bourse. Mais je sais que si je veux investir en bourse un gros montant, il va falloir que je me fasse défoncer avant pour investir. Donc derrière, il y a beaucoup d'optimisation fiscale possible avec des holdings, avec t'achètes de l'IMO, avec la trésorerie de la société A, etc., etc. Mais en fait, c'est une optimisation totalement différente. C'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur le cas classique parce que la majorité des gens, comme en France, sont CDI, n'ont pas forcément de société. Mais de plus en plus, on va s'intéresser. Et moi, je voudrais faire venir des spécialistes. Moi, j'ai pas eu le cas encore parce que du coup, je suis à Maurice. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le cas et à Maurice, j'investis en perso. Je pourrais aussi investir en société, mais je préfère payer les 25% d'impôts. Je me dis c'est plus simple, je paye les 25% d'impôts et ensuite j'investis à totalité. Donc d'ailleurs, les impôts, Maurice, tu vois, on peut en parler, ils sont pas non plus à zéro. Donc à nouveau, 25%. J'ai quand même lâché un petit 50 000 euros là, il y a pas longtemps à l'État mauricien. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quand même des pays où, on dit paradis fiscal, mais tu vois, il y a différents niveaux d'imposition. J'ai des collègues à Maurice qui payent moins, donc il y a sûrement à nouveau des optimisations à faire. Mais voilà, moi je suis pas contre le fait de payer des impôts. Je pense juste qu'il y a un taux à partir duquel où ça commence à devenir plus difficile. Et c'est vrai que quand tu passes à 50-60, tu te poses beaucoup plus de questions. Et je pense que c'est là que tu tournes vers de l'optimisation. Et en effet, tu réfléchis beaucoup plus à je vais pas me verser pour pas payer les 50% d'impôts parce que c'est sûr que si du coup tu investis une somme qui a été réduite par 50%, voilà, et je vais peut-être plus essayer d'investir avec ma société. Mais l'investissement en société en France, c'est vrai que je ne suis pas renseigné sur le sujet. Est-ce que tu payes l'impôt sur les sociétés, sur des bénéfices, etc. Faudrait vraiment qu'on se renseigne là-dessus. Tu vois. Je suis pas certain, mais je sais que c'est quand même plus optimisé que de payer la totalité. Mais bon, après, le problème, c'est qu'au final, c'est pas toi qui t'enrichis, c'est ta société. Donc le jour où tu veux sortir l'argent, tu vas te faire défoncer dans tous les cas. Tu vas devoir payer. Mais bon, après, si tu vois, je pense que ça dépend de la vision. Si tu as une vision très long terme, tu peux potentiellement investir sur ta société. Mais si tu as une vision, c'est sûr que tu veux faire, je sais pas moi, un exit au bout de 5 ans. Tu vas peut-être pas le faire, tu vois, parce que la bourse est long terme et investir sur 5 ans, tu sais pas ce qui peut se passer, donc c'est pas forcément une bonne optimisation. Si tu veux revendre ta boîte, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir une holding à mon avis, c'est que tu vas revendre uniquement. Je sais que mon père, il est dans une situation où justement il est en train de revendre sa boîte et la holding, c'était justement dans l'idée que justement quand il revend la boîte, il la vend à la holding plutôt que de la vendre en perso, parce qu'il se serait fait allumer, tu vois, s'il avait vendu sa boîte en perso. Donc il la vend dans la holding et ensuite c'est la holding qui va distribuer. Voilà, c'est des montages un peu plus compliqués, mais ça évidemment, si vous êtes dans ces cas-là, il faut aller voir des professionnels. Mais oui, donc on en revient à cette question de quel est le bon taux d'imposition et est-ce que derrière tu es satisfait des services et est-ce que tu vois de ce que tu obtiens en termes de. C'est un peu le problème de la France et je pense que c'est un sujet qui revient beaucoup, mais c'est vrai qu'on paye énormément d'impôts pour des services et une sécurité. Enfin, tu vois, moi, le pire, c'est la sécurité, je crois. Le pire, c'est vraiment, même dans les petites villes aujourd'hui, même à Pau, aujourd'hui, quand tu rentres le soir de boîte, tard, etc., moi, j'ai du mal à laisser rentrer ma copine toute seule, tu vois. Je me dis, on sait jamais, et puis il y a plein d'histoires. Après, la sécurité, tu vois, pour rebondir sur toi, je connais un gars sorti de boîte, il s'est fait claquer une bouteille sur la tête, le mec, et le gars, il est sorti à l'hôpital, il y avait un œil, enfin, je me dis, alors que le mec, il avait, enfin, tu vois, vraiment, il était juste seul. Donc moi je me dis, il vaut mieux pas trop traîner dans les boîtes parce que tu maximises tes chances d'avoir des embrouilles. C'est quand même fou, tu te dis, genre t'as quand même le droit d'aller t'amuser en boîte avec tes potes, chier de se restreindre. Mais ça c'est compliqué, la sécurité c'est une question parce que tu sais c'est le fameux, tu construis des prisons et il y a de plus en plus de gens à emprisonner.
je pense que tu mets plus de flics, potentiellement il y a plus de délinquance, tu vois. Donc je pense que c'est compliqué. J'ai pas non plus envie de vivre dans un pays où il y a des flics à tous les coins de rue. Non. Je pense par contre, il faut quand même que ça soit pris au sérieux et qu'il y ait des vraies Moi, j'ai pas de solution, tu vois, mais je pense qu'il y a quand même un ras-le-bol global sur pas mal de points en France qui fait que peut-être qu'il y a plus d'agressivité, plus de tension, plus de tout ça, tu vois. Parce que mine de rien, il y a 20 ans, je pense pas qu'on avait ce même discours, tu vois. En France, on a toujours été très râleur, à manifester, etc. Mais vraiment, là, l'aspect sécurité, j'ai l'impression que c'est un problème récurrent pour beaucoup de monde, très présent aujourd'hui. Et je sais pas, moi, je le ressens moins. Je pense que ça dépend vachement des villes auxquelles tu es. Toi, tu es peut-être dans une ville un peu plus de taille moyenne. Et encore, moi, ça va, tu vois, Pau, ça va. Mais dès que tu vas à Bordeaux, c'est devenu craignos. Il y a des quartiers, tu vas plus. Hein. Ça craint. Toulouse, c'était connu, le Mirail, je crois que ça s'appelle, ça craint. Paris, il y a des quartiers qui craignent. Mais j'ai l'impression que Marseille, quand tu es à la campagne, du coup, tu es un peu isolé de tout ça. Et tu vois, c'est pour ça que c'est difficile de faire généralité autour d'un pays. C'est que tu peux avoir vraiment une expérience complètement différente entre si tu habites au Puy-en-Velay, tu vois, à Marseille, dans les quartiers nord à Marseille, ou si tu habites à Paris, en banlieue. Mais après, tu vois, c'est quand même quelque chose, tu vois. Après, il y a bien d'autres pays où c'est très dangereux. Tu vois, au Brésil, dans les favelas, c'est dangereux, tu vois. Mais j'avoue que nous, en France, on est quand même un pays qui est très développé. Avec beaucoup d'infrastructures, beaucoup de moyens, beaucoup d'impôts. C'est de l'argent public, tu vois. Genre, il faut en faire des choses. Mais je pense que c'est pas toujours lié. Et puis, je crois qu'il y a pas longtemps, ils ont dit que là, ça y est, l'État français dépense plus dans le remboursement de la dette que dans la santé, je crois. Donc, il y a un vrai souci avec justement l'inflation, enfin la gestion les nouveaux emprunts qu'on fait pour rembourser les précédents emprunts commencent à coûter très cher. Et là, c'est compliqué parce que après, tu te retrouves dans une spirale où finalement, tu as besoin de dégager de l'argent, mais juste pour rembourser les erreurs passées et pas forcément pour construire les nouvelles choses. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant de faire partie de ce système-là. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'en France, je pense qu'un souci qu'on a en France, c'est qu'on est de nature aussi à quand même beaucoup plus gruger un peu le système. Et on voit je sais pas, si par exemple quelqu'un vient vers vous et vous dit ouais, j'ai fait des vacances à Maurice, j'ai déclaré je me suis mis mon chômage, j'ai touché mon chômage, j'ai pu faire des vacances à Maurice pendant 2 mois. Tu vois. Quelle est votre première réaction quand le mec vous dit ça? Franchement, il y a des gens qui vont dire bien joué, mec, t'as géré. Enfin, tu vois, genre en mode t'as géré, tu vois. Alors que dans des pays du Nord, on dirait, mais tu vois, la personne serait vraiment mal vue. On lui dirait, mais t'as pas honte de gruger le système comme ça. Et malheureusement, alors ça, je sais pas combien ça représente au total. Mais après, il y a aussi un problème à ce niveau-là, tu vois, c'est que quand même, genre moi, il y a une connaissance qui est sage-femme à l'hôpital et qui peut potentiellement partir au chômage pour 200 balles de moins. Donc genre si t'aimes pas si t'es pas ultra passionné par ton métier, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais si tu kiffes pas de ouf, si ça te prend du temps et que tu gagnes en plus pas beaucoup d'argent de plus, mais en vrai de vrai, genre tu prends le chômage, tu vas essayer de monter quelque chose, avec le chômage, parce que tu te dis j'ai cotisé ces trucs-là, donc j'y ai le droit, et donc c'est presque tu perds à ne pas en bénéficier, à ne pas utiliser ce crédit chômage, quoi. Et du coup c'est un peu dommage parce qu'à la base c'était pas ça l'idée. L'idée c'était plutôt t'es dans la galère. Et on vient t'aider vraiment parce que tu as perdu ton emploi, tu t'es fait virer, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient un truc où tu te dis, j'ai travaillé, ça fait 2 ans que je travaille, et ça serait peut-être bien que je prenne mon chômage parce que, en fait, je gagnerais quasiment la même chose et ça me permettra de souffler et potentiellement lancer un side business, quoi. D'ailleurs, je crois que l'État français donne, ça m'est paru énorme, mais je crois que c'est 24 mois de chômage si tu veux lancer ton activité. Donc pendant 24 mois, tu peux toucher un 1500, un 2000 balles. Donc, et tu vois, ça, moi j'ai pas du tout. Je veux dire, en France, il y a plein de gens, enfin, je veux dire, c'est quand même une super opportunité, il faut en profiter. Si vous avez une idée de cette business, si vous en avez marre de votre boulot, c'est quand même une super opportunité pour lancer un projet. Et surtout quand tu es salarié, parce que tu as droit à ça, tu vois. Pour le coup, j'ai pas du tout cet avantage de la France. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout cotisé pour le chômage, parce que j'ai pas droit en tant qu'indépendant. Du coup, en fait, je vais stopper mon activité, mais j'ai toutes mes charges qui vont continuer. Donc presque moi, en fait, pendant 9 mois, je vais être à moins 3000 par mois sur mon activité de kiné. Alors qu'en fait, il y a d'autres personnes qui sont payées 2000 pour pendant 2 ans essayer de monter un business. Je pense que il y a 2 vitesses aussi, tu vois. La frustration qu'on a en tant qu'entrepreneur indépendant en France, c'est qu'on se dit putain, c'est le paradis du salarié en fait, la France. Et je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui n'ont pas envie de quitter leur CDI parce que je pense que c'est le meilleur pays dans lequel avoir un CDI, dans le sens où c'est très compliqué de se faire virer. Tu vas pas gagner d'énormes sommes, mais les revenus sont quand même indexés. Tu as un minimum avec le chômage, voilà, c'est stable. Tu as des congés payés, tu as ton chômage si jamais t'arrêtes, etc. Donc c'est un pays
qui récompense pas forcément, je trouve, des fois l'effort supplémentaire. Exactement. De dire, voilà. C'est exactement pour ça que moi je suis un peu frustré parce que j'ai l'impression de faire beaucoup, d'avoir 2 tafs. Je travaille beaucoup. Je pense que je suis à 60 heures par semaine si je cumule absolument tout ce que je fais, ce qui est beaucoup. Et au final, je gagne pas énormément. Donc forcément, il y a des choses à optimiser. Mais là, tu vois, dernièrement, en octobre, au final, il y a eu beaucoup de charges. Donc, j'ai eu l'impôt sur les sociétés, j'ai eu 3500 balles. J'ai eu les taxes foncières. J'ai eu qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu mon URSSAF qui a augmenté parce que c'est la fin des prélèvements de l'année et du coup ils augmentent un petit peu pour régulariser, donc j'ai eu 1300 balles d'URSSAF alors que normalement j'ai un petit peu moins. J'ai ma caisse de retraite qui a augmenté aussi, mon impôt sur le revenu je suis à 1070 balles. Au final tout cumulé avec et au final j'ai dépensé en personnel, donc en perso avec ma carte bleue, genre dépenses resto machin les activités, 700 balles sur le mois, ce qui est pas énorme. Et au cumul de mes dépenses professionnelles, enfin mes charges professionnelles des 2 activités et des charges personnelles, j'ai dépensé 19 150 €. Donc sur le mois, entre mes charges et mes dépenses et ce que j'ai rentré en chiffre d'affaires, j'ai fait moins 5 500. Et là, c'est dur. Là, forcément, t'as pas envie d'investir en bourse. Tu dis, je recule. Je charbonne tout le temps et je fais moins 5000 quoi. Mais je pense qu'il faut. Après, ça s'équilibre avec les autres mois. C'est toujours pareil, t'es indépendant. Au bout d'un certain temps, et puis même, tu vois, le mois d'avant, j'avais fait un très gros mois et là, je fais un mois. C'est pour ça que c'est très important. Moi, je le recommande beaucoup pour les indépendants d'avoir un fichier de suivi où vous faites la moyenne. Vraiment, vous lissez tout ça parce que c'est pareil, j'ai des gros mois, des mois en perte. Mais même pour le salariat. Un seul mois, tu fais putain, mon business, il va pas parce que j'ai perdu de l'argent. En fait, si tu fais la moyenne sur l'année, tu fais non, en fait, ça va. Même pour les personnes salariées, je pense que c'est très important de faire les moyennes de dépenses. Tu as des dépenses qui varient, tu peux avoir un loyer qui rentre, je sais pas, genre, c'est rien, une donation, enfin bref. Puis lisser un peu les dépenses. Si vous achetez une voiture à 10 000 €, évidemment, évitez de mettre 10 000 € sur le mois, essayez peut-être plus de mettre 1 000 € par mois pendant 10 mois, par exemple. Alors, il faut faire attention avec ça, le lisser, parce que du coup, tu peux vite avoir tendance à vouloir lisser beaucoup de choses. Moi, j'essaie d'éviter un peu ça. Mais quand même lisser un peu pour avoir typiquement les impôts. Moi, je les lisse sur 12 mois parce que c'est voilà, les 50 000 €. Si je me mets moins 50 000 direct sur un mois, techniquement, l'argent est sorti de mes comptes. Mais ça voilà. fait mal, ouais. Et bien anticiper en fait en France. Je pense qu'il faut faire comme quand tu es salarié. Quand tu es salarié, tu es directement prélevé à la source. Je pense que quand tu es indépendant, il faut presque te dire l'argent qui arrive, j'en mets 50% de côté. Ah oui, mais de toute façon, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et limite, le mettre sur un compte qui rapporte un peu d'argent potentiellement, parce que c'est des sommes assez grosses potentiellement. Mais pas se dire, je l'utilise, et après les impôts t'appellent et disent oui, monsieur, vous nous devez tant. Et là, il y a des. Là, ça fait mal, ouais. Non, c'est beaucoup de gestion, ouais. C'est beaucoup de gestion, d'anticipation. Moi, j'ai une de mes collègues, par exemple, elle va se taper 15 000 balles de rattrapage d'URSSAF, caisse de retraite, impôts, enfin la totale, quoi. Il y a tout qui arrive en même temps. Donc, tu peux te faire surprendre, surtout que la première année, tu vas pas forcément payer d'impôts. Derrière, exactement, c'est pour ça, la première année, quand tu sors de l'école, tu commences à taffer, sauf que tu dépasses pas du coup les plafonds d'imposition. Donc, en fait, l'année d'après, t'es pas imposé parce que c'est calculé sur N-1. Sauf que N+2, en fait, ils te prennent N-1 plus N l'année en cours, tu vois. Donc, en fait, ils prennent 2 fois plus. Mais ouais, il y a beaucoup d'optimisation à faire. Et je pense que ça va être une grosse question, mais je pense aussi pour toi, quand tu vas rentrer, va y avoir beaucoup d'interrogations par rapport à la gestion de la boîte. Et parce que bon, c'est sûr que par rapport à ici, même si tu as 25% d'impôt, tu as quand même l'avantage d'avoir. En fait, tu as l'avantage de la micro-entreprise où ton cash. Moi, j'aimais trop l'auto-entreprise. Par contre, je vous conseille vraiment, si vous débutez, maintenant ça s'appelle la micro, je crois. Ouais, micro. C'est quand même simplifié. Là-dessus, faut quand même aussi, faut justement, notre côté râleur en France, faut aussi qu'on dise les choses que la France fait bien. Ça, c'est bien. Typiquement, la flat tax, le fait d'avoir simplifié, je trouve que c'est quand même super chouette. De se dire, ok, c'est 30% et c'est pas plein de paliers, du coup, ce qui rend les calculs impossibles. Parce que c'est ça le pire, si tu lances ta boîte, tu sais pas exactement combien tu vas payer. Donc, ça, c'est dur. Ouais. Donc la flat tax très bien, et aussi la micro qui permet de se lancer facilement, d'avoir sa déclaration d'URSSAF tous les 3 mois, il me semble. Moi, je sais que s'il n'y avait pas eu de cap sur la micro, je serais resté en micro parce que moi ça me mêlait bien, j'aime bien les systèmes simples. Surtout que tu rentres en perso, tu vois, tu rentres de l'argent en personnel. Tu rentres de l'argent en perso, ça fait une grosse différence. Ouais. Et moi, j'avais pas pu parce que j'avais déjà une entreprise individuelle sur la kiné. Du coup, j'ai dû passer en société de suite alors que c'était pas du tout optimisé. Ouais. Et pas le choix. Donc là, en vrai, en stoppant la kiné, le jour où je ferme mon entreprise, il y a moyen que je repasse en micro, hein. Parce que là pour le moment je pète pas les plafonds, donc je sais pas. Ça permet de. Ça fait encore beaucoup d'administratifs, faut rechanger tous les comptes. En fait, je crois que c'est ça qui est frustrant aussi, c'est que tu peux passer, si t'es un peu, en plus tu veux faire les choses bien en France, tu vas passer beaucoup de temps sur l'administratif, et tout ce temps que tu passes sur l'administratif, c'est du temps que tu passes pas sur ton business, et donc forcément les petits business en France, ils vont avoir tendance à déléguer au maximum administratif, ça va leur coûter un petit peu cher des fois avec les comptables, etc. Mais 2 000 € par an, ça. Ouais, voilà. Tu vas voir le comptable. Et puis en France, il y a quand même ce côté un petit peu ça de. Tu vois, tous les coiffeurs font un peu du black. Il y a toujours aussi un petit peu des trucs un petit peu à côté ou des charges qui passent alors qu'elles ne devraient pas être passées. Donc
du coup, c'est toujours difficile d'avoir une idée très précise de combien la personne arrive à se tirer de son activité. Mais c'est vrai que c'est ça qui peut être frustrant, c'est de se dire cette charge administrative qui peut être lourde, qui peut être en plus vérifiée par des contrôles, etc. Donc, il faut faire vachement gaffe. Et sinon, en effet, tu prends assez cher. Tout ça, faut déléguer. Hein. Donc, clairement, vaut mieux essayer de trouver une personne très carrée. Donc, je sais pas si c'est à plein temps ou à mi-temps, etc. Mais quelqu'un qui aime bien que tout soit dans les règles. Ouais, après, tu sais, quand tu as un comptable, toi, en fait, la seule chose que tu as à faire, c'est tous les mois, tu fais un check de ton compte et tu as les justificatifs en face des dépenses que tu as fait ou des charges et tu tiens un dossier avec ça, tu lui envoies et après, c'est lui qui gère. Donc, tu as quand même ce suivi-là à faire de ton côté, ce qui est normal parce que le mec, il va pas recevoir tes tickets en claquement de doigts, tu vois. Mais après, c'est lui qui fait. Mais ça, c'est marrant parce que tu parlais du montant d'impôt et je me dis un truc, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent en disant, en parlant du PEA, en parlant de toutes les niches fiscales qui existent en France. Parce qu'en fait, souvent, un des déclencheurs de je veux investir, c'est des fois, c'est même pas j'ai de l'argent qui traîne parce que ça, souvent les gens le dépensent. C'est mais qu'est-ce que je paye en impôts? Moi, je sais que mes beaux-parents, c'est ça, c'est on paye tellement en impôts qu'on va voir le banquier, on dit comment on peut défiscaliser quoi. Ouais, tu finis avec un PER de merde, du Pinel, du coup, c'est le débat, c'est que tu défiscalises, mais en fait, il faut toujours calculer le rendement après impôt quoi. Donc certes, des fois le compte titre, par exemple, on s'est beaucoup critiqué sur le compte titre parce que c'est pas optimisé fiscalement. Mais le truc, c'est que si tu parviens à obtenir une bonne performance sur ton compte titre non optimisé fiscalement, c'est des fois mieux. À nouveau, il vaut mieux faire 10% après impôt que 5% en ayant tout optimisé après impôt quoi. Je pense après, ça c'est encore des calculs très complexes où tu peux avoir des optimisations fiscales qui sont bonnes, tu vois. Je sais pas, il y a la loi de Girardin, je sais pas si tu connais. En gros, tu vas faire des investissements dans les dom-toms, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'est très spécifique ça. Il y a beaucoup qui sont aussi et tu peux les doigts, c'est sur les terres agricoles. En fait, je sais pas très précisément ce que c'est, mais en gros, tu peux avoir de la bonne des fiscs et de la mauvaise des fiscs et genre en gros. Tu dois faire très attention. Il faut faire attention aussi aux frais parce que les gens qui vont te vendre la défisque, ils vont souvent toucher des énormes commissions dessus. J'avoue que moi j'ai tendance à me méfier parce qu'en plus la défisque c'est hyper sensible à l'évolution de la politique du pays. C'est-à-dire qu'à tout moment l'État peut faire sauter une niche fiscale parce qu'il dit là le Pinel c'est fini par exemple. Oui, voilà, en ce moment là ils ont dit le Pinel ça va s'arrêter. Là par exemple ceux qui l'ont déjà fait. Moi j'ai un appartement en logement Airbnb. En logement touristique, donc j'ai un abattement supérieur au LMNP, au loueur meublé non professionnel classique. Au lieu d'avoir un abattement de 50%, j'ai 71% d'abattement. Et ça, c'est fini. Donc en gros, c'est fini. Ils l'ont pas annoncé officiellement, mais on a compris que ça allait vite sauter. Et donc cet avantage fiscal-là n'est plus. Et donc je vais repasser à 50% d'abattement sur la LMNP classique. C'est compliqué quoi. Il y a plein de côtés, tu es obligé de le prendre en compte en France parce que tu sais qu'en France, deux stats qui m'avaient choqué, c'est que je crois que tu as plus de 50% du PIB qui est prélevé en impôts. Donc en fait, tu sais qu'il y a 1 euro sur 2 à un moment que l'État va récupérer. Parmi tout l'argent qui circule en France, il y a 1 euro qui a été récupéré par l'État à chaque fois. Faut voir, je sais pas, tu prends un paquet de clopes, je pense que ça doit coûter 11 balles. 11 balles. Je pense que l'État prend 80% sinon. Ouais, vu les taxes qu'il y a sur le tabac, tabac et énergie, à mon avis, l'État il se gave. Mais fort. Donc tu as cette stat qui est incroyable. Et tu as la stat aussi sur le patrimoine. Je crois que 60% de la richesse en France, c'est plus de 60%, je crois, qui est héritée, qui n'est pas gagnée. Donc on avait ce débat-là aussi politiquement sur l'héritage. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt d'avis de dire qu'il faudrait taxer un peu plus l'héritage. Parce que, alors ça fait toujours débat en France, parce que beaucoup de gens disent oui, mais l'héritage, j'ai bossé toute ma vie pour que mon enfant puisse en profiter, donc je ne veux pas qu'il soit taxé dessus. Mais moi, je préfère me dire, en fait, tu es moins taxé pendant que tu gagnes de l'argent, donc tu gagnes plus, et à la fin, tu donnes à ton enfant, tu peux lui donner moins, mais du coup, tu as gagné plus. Enfin, tu vois, l'un dans l'autre, je pense que ça se récupère. Et je trouve que l'héritage, il y a ce côté un peu injuste, dans le sens où, si tu es né dans une bonne famille, à nouveau, en France, il est plus facile, du coup, d'après cette stat, il est plus facile de gagner, de devenir riche en héritant que en travaillant. Et ça, c'est pas normal, parce que c'est pas un pays dans lequel tu vas avoir de l'innovation, de la création, de la motivation. Comme tu l'as dit toi-même, des fois, si à un moment, les gens se disent, putain, en fait, je peux me mettre au chômage et je vais gagner 200 € de moins, comment tu veux pousser les gens à se dire sortir un peu les... Et ce qui sort les petits pays et qui les rend, les pays émergents, qui les rend vraiment, c'est du capitalisme à petit niveau, c'est de se dire, putain, je vais lancer un business parce que je veux m'en sortir, tac, et voilà, je pense que l'effort doit être récompensé dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, ça reste la base du capitalisme. Et quand l'effort n'est plus récompensé, je pense que tu crées un pays qui a tendance à stagner et que tu bloques vachement l'innovation. C'est une des grosses problématiques en France, avec la fuite des cerveaux et ce genre de choses qui a été avec les personnes qui vont bosser sur les grosses boîtes qui sont pas en France du coup.
Oui, parce qu'elles elles ont plus d'avantages, elles sont mieux payées. Aux États-Unis, Ouais. c'est un truc de fou. Tu travailles pour une des boîtes dans la Silicon, tu reçois des stock options, etc. Donc, t'as vraiment. Je veux dire, si ta boîte elle commence à être cotée en bourse, etc. Moins loin qu'aux États-Unis, au UK, c'est pareil, c'est un peu le même délire. Hein, les pays anglo-saxons. Je pense que ça arrive un peu en France, mais doucement. Et je pense que les employés se battent plus des fois pour la sécurité de l'emploi que pour avoir ce genre de bénéfices supplémentaires. Tu vois, alors que... Sauf que la sécurité de l'emploi, c'est quand même quelque chose d'assez. Enfin, c'est une notion aussi à voir si c'est vraiment sécure ou pas. Hein. Parce que est-ce que c'est sécure pour ta santé de travailler 45 heures, d'avoir de la pression, du stress? Est-ce que c'est sécure au final parce que tu peux avoir des boîtes qui licencient, qui font des plans de licenciement, machin. Il y a plein de. Bon, ça, c'est un autre sujet. Je pense que là, on pourrait partir pour 3 heures de discussion. Mais, non, mais disons qu'il faut se sentir soi-même. Je pense que le plus important, c'est développer des compétences à nouveau parce que ça, c'est un truc qu'on pourra jamais vous voler. Moi, je sais que demain, tout s'écroule. Je perds mon YouTube, je sais pas, je me fais ban partout. Les compétences que j'ai développées, c'est ce qui me permet de me relancer. La motivation, la discipline aussi, tu vois, de tout ça. Ouais. Et je me dis, ben voilà, demain, je peux me relancer dans quelque chose complètement autre chose. Et je pense que je pourrais gagner ma vie parce que tu l'as déjà fait en plus. J'ai développé ma discipline et j'ai moi-même. C'est pour ça que je dis que sur Internet, il y a des opportunités. J'ai eu 3 business différents dans lesquels je suis parvenu à gagner 10 000 € par mois. Tu vois. Il y a eu l'e-commerce, le consulting et du coup, la création de contenu YouTube, quoi. Maintenant, les 3, je les ai effectués hors de France, donc aussi en France, du coup, le 10 000 et ce serait sûrement transformé en 5 000. Mais bon, même 5 000 € par mois, je pense que beaucoup de gens diraient c'est génial. Et donc, voilà, je pense qu'il faut aussi dire c'est possible de gagner plus, de se bouger les fesses, même dans un pays qui impose beaucoup. Et si vous sentez qu'il y a un plafond de verre, peut-être que c'est le moment de se lancer en indépendant pour arriver à le faire péter, quoi. C'est un beau mot de la fin, non? Parce que je pense qu'il est quelle heure? 13h13. On s'est fait quoi comme enregistrement là? 55 minutes. C'est pas mal. Propre. Je sais pas si on aura pu, les amis, traiter tout ce sujet large. C'est très large. Sujet très large. Moi, en tout cas, la conclusion quand même que j'en tire, c'est que je suis content d'avoir fait cette expatriation, même si logiquement, je vais rentrer en France. Donc, c'est pas encore sûr parce qu'il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de. Voilà, il va falloir tout que je recrée les structures, etc. Donc, c'est un peu compliqué. On va voir avec ma chérie. Ma chérie me dit que voilà, potentiellement, elle veut pas forcément venir à Maurice, mais peut-être il y a d'autres pays aussi qui vont. C'est compliqué après quand justement tu peux aller un peu partout où tu veux. Ouais. Mais dans tous les cas, je suis content. Là, je vais atteindre les 30 ans. Donc, si je retourne en France, finalement, j'aurais passé la majorité de ma vingtaine expatriée. Et je suis très content de l'expérience en fait. Donc, moi, c'est un conseil que je peux donner aux jeunes aussi de pas forcément s'expatrier d'ailleurs, hein, mais déjà voyager. Tester, ouais. Voyager. Il y a d'autres systèmes, d'autres fonctionnements. Et aussi de voyager des fois en restant plus longtemps dans des zones parce qu'évidemment quand vous venez à Maurice en voyage voilà vous voyez les plages cocotiers et l'hôtel 5 étoiles mais si vous venez plus vous restez long terme, là vous allez rencontrer des expatriés potentiellement parce que oui, on a parlé de l'expat, mais il y a le digital nomadisme où les gens ils vont voyager pendant un mois voire même plus, où ils font un mois. Bali par exemple, c'était le hub très coté, mais qui partent en Thaïlande et qui restent vraiment sur place pour bosser. C'est un des avantages de ce genre de métier là. Après, je pense qu'il y a aussi des contraintes. Ouais, mais bien sûr, il y a plus de solitude. Et puis, je pense que c'est vraiment un truc que tu fais quand tu es plus jeune, en effet, parce que après, tu as une vie de famille, tu es posé, tu as ta baraque en France, tu as ta famille, tu as tes amis. Au bout d'un moment, je pense que c'est pas quelque chose que tu fais quand tu as 40-50 balais, quoi. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on espère que cet épisode vous aura plu, même si du coup, vous êtes peut-être plus âgé, donc il y a peut-être moins de choses qui vous concernent. Je pense que c'est plus des questions, enfin, tu vois, les questions que tu te poses quand tu as 20 ans, c'est pas les mêmes à 30 ans, c'est pas les mêmes à 40 et à 50 ans. Et je pense que j'espère qu'on sera encore là pour en parler. J'espère qu'on sera encore là pour parler de l'évolution. Parler de l'évolution, etc. Nos réflexions vont évoluer, c'est clair, c'est sûr. Et moi, du coup, avec le retour en France, je pense que je parlerai plus du coup, forcément des optimisations que je vais faire, etc. Et montrer que voilà, en fait, peu importe le pays, on peut s'en réussir et avoir des bons résultats. Mais que ça reste une option envisageable et que je pense que tu as beaucoup de. Moi, je suis content. Je pense que ça m'a fait gagner quand même beaucoup d'années finalement, tu vois, parce que je vais revenir en France avec un capital conséquent. Et je pense que si j'étais resté en France, après, tu vas pas faire l'histoire, mais tu aurais réussi un capital. Quoique, je pense que j'aurais un capital. Développer des skills que tu aurais peut-être pas développé en France, un réseau aussi. Genre, c'est con, tu vois, mais tu sais pas trop ce qui c'est hyper compliqué. Se passer. C'est hyper compliqué. C'est sûr que j'aurais été beaucoup plus imposé, puisqu'à nouveau, à Maurice, je suis plutôt à 25%. En France, j'aurais été plutôt à 50-60. Donc, j'aurais, d'après les calculs comme ça, 2 fois moins d'argent, mais peut-être que. Il y aurait aussi d'autres choses qui se seraient passées, donc c'est toujours compliqué de refaire l'histoire. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours une période dans la vie, de toute façon, il y a une période d'exploration où tu regardes un peu différents métiers, tu testes un peu pour trouver le truc qui va vraiment te plaire et pas choisir la voie par défaut. Tu sais, c'est un des plus grands regrets sur le lit de mort. De ne pas avoir pris de risque et de tester des choses. Ouais, je crois que c'est même le plus grand regret.
ça serait intéressant parce que c'était l'ancienne génération, donc peut-être que la note, ça sera différent parce qu'on le met quand même, ce message, on en parle de plus en plus. Mais l'ancienne génération, le plus gros regret, c'est je regrette de ne pas avoir vécu la vie qui me plaisait moi et d'avoir plutôt vécu la vie que les autres voulaient de moi. Ouais. Donc tu sais, c'est le fameux cliché, ton père il était agriculteur et il a dit mon fils tu seras agriculteur. Et tu restes là. Et c'est très compliqué de sortir des fois de ce carcan-là. Et on est vachement influencé. Moi, je le vois, j'ai fini entrepreneur parce que mon père était entrepreneur. Du coup, j'ai beaucoup plus de respect pour mon père qui, lui, avait un père ouvrier qui lui a dit va faire des études d'agriculture et qui, lui, a eu le courage de lancer quelque chose, donc de vraiment sortir du carcan. Et ça, c'est bizarre aussi, tu vois. Moi, dans tout mon entourage familial, je suis le premier à faire ce voyage-là, tu vois. Et tu vois, c'est difficile pour mes parents aussi. Parce qu'ils m'ont payé les études, kiné, c'est un bon métier, enfin c'est une bonne situation quand même. Et du coup, tu sais, il faut leur annoncer que en fait, j'ai envie d'aller faire autre chose. Et je suis le premier. En fait, et puis ils veulent te protéger, tu vois. Forcément, les parents, ils sont toujours en mode qu'est-ce qui est le plus safe. Ils se disent pas qu'est-ce qui veut lui faire gagner le plus d'argent ou le plus l'accomplir. C'est plus qu'est-ce qui le rassure. Et je pense que de toute façon, tout ce qu'on fait nous. Enfin, moi, je me dis, l'objectif, c'était pas de devenir riche. L'objectif, c'était d'avoir la liberté de faire vraiment ce qui me plaît. Et de plus être contraint par le choix de l'argent. Et donc, finalement, l'idée, ce que tu es en train de faire, c'est déjà commencer un petit peu à te sortir, à aller vers ce qui te plaît sans avoir, tu vois, parce que tu aurais pu te dire, non, mais j'attends d'avoir mis X milliers d'euros de côté en bourse pour pouvoir lancer. Et même ça, j'en parlais, tu vois, il y a aussi beaucoup de personnes qui disent, ouais, mais j'attends, c'est pas dans 10 ans, tu vois, genre. Pour ma seconde carrière qui au final n'arrive jamais, parce qu'il y a le nombre de personnes qui disent je me lancerai plus tard, mais en fait le plus tard il arrive jamais parce que tu as de plus en plus de risques, plus tu avances plus tu as de risques à faire ce changement là, donc ouais. Et après on n'est pas parfait, tu vois, moi je suis content d'avoir eu le courage de lancer mon activité en ligne et d'avoir développé ça, mais il y a encore des choses, tu vois, où je me dis putain, tu vois, je me dis j'aimerais bien faire un peu plus de théâtre, c'est toujours un truc, tu sais, qui m'a plu. Hier, on était au foot et il y a un mec qui m'a dit qu'il avait adoré. J'étais passé sur un petit sketch à Maurice. Il y a une espèce de petit stand-up où j'avais fait un sketch. Il m'avait dit ton sketch est excellent, c'est celui qui m'a fait le plus rire, tu vois. Et je me dis putain, t'as toujours des frustrations dans la vie, des fois de certains domaines où tu te dis je pourrais aller plus loin, tu vois. Et il faut se le rappeler souvent parce que c'est trop facile de rester dans ta routine et te dire bon. Écoute, là, je suis pas si mal que ça. Je vais pas forcément aller pour absolument tout, même le sport et tout, tu vois. Moi, le sport, j'ai fait 5 ans de CrossFit et en fait, j'ai fait le constat que là, le CrossFit, je m'amuse beaucoup moins qu'avant, tu vois. Et donc, je suis en train de changer, je fais plus de paddle et en fait, faut accepter que les temps changent, tu vois, et que t'aimer des choses que tu n'aimes plus trop aujourd'hui. Et je pense que rester enfermé dans ça et dans cet engagement-là. C'est un peu la spirale de l'engagement, tu vois. Tu dis que tu vas faire un truc, mais au final, tu n'as plus trop envie, mais tu vas le faire quand même parce que tu as dit que tu allais le faire. Et il faut je pense qu'il y a vraiment un truc de. Moi, j'essaie de faire de plus en plus confiance à l'intuition. Tu sais, je sais pas, il y a un truc que tu sens. Moi, je sais que typiquement, là, tu vois, quand j'ai fait le sketch, je monte sur scène, genre, j'ai l'impression d'être à ma place, tu vois. J'ai l'impression que ça me plaît. Voilà, et il faut être attentif parce que des fois, ça, c'est subtil. Mais souvent, tu le sais, c'est ce que je te disais, souvent dans ton enfance, il y a des choses que tu faisais naturellement, que tu aimais bien. Moi, j'aimais bien passer au tableau à l'oral, moi, pas du tout. Alors que beaucoup de gens n'aimaient pas, tu vois. Pas du tout. Et donc, il faut avoir un peu ce feeling-là, tu vois. Et d'un côté, j'ai cette partie-là de moi, d'un autre côté, j'adore aussi passer du temps sur mon ordi, analyser des boîtes et tout. Donc, tu vois, c'est trouver petit à petit la chose qui t'accomplit le plus et vraiment se dire, on n'a qu'une vie quand même. On a parlé avec Tom, tu sais, le nombre de semaines défile. Je crois qu'on a 5000 semaines d'espérance de vie, quelque chose comme ça. Et j'ai calculé, moi j'en ai déjà passé 1500. Et donc la vie est limitée et on en a qu'une. Et il faut pas rester dans un truc où au bout d'un moment tu te dis bon, j'ai fait le tour. Faut se lancer dans des nouvelles aventures. Je pense que c'est la pire sensation d'arriver à la fin de sa vie et de regretter, tu vois. Je pense que ça va être horrible de se dire putain, j'aimerais tellement revenir en arrière. Et faire les choses que j'ai pas fait par peur, par crainte, par risque. La peur, c'est même souvent c'est un indicateur. Parce que tu sais, le contraire de l'amour, c'est l'ignorance. La peur, c'est souvent, plus tu as peur de faire quelque chose, plus ça veut dire que ça a de l'importance pour toi. Et plus ça veut dire potentiellement que tu devrais le faire, tu vois. Parce que ça va te permettre de passer un cap, etc. Donc la peur peut être un signe, tu vois. Mais c'est bizarre parce qu'on l'interprète comme quelque chose de dangereux et on veut surtout pas le faire parce qu'on a peur. Mais en fait, derrière la peur se cache souvent, plus de réussite que si tu l'avais pas fait. Exactement. Et vraiment, je crois qu'il y avait une chanson de Big Flo et Oli comme ça où il disait, tu sais, les fameux regrets. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc, il vaut mieux faire quelque chose et se dire, ah merde, j'aurais pas dû le faire.
plutôt que de se dire et si, tu vois. Et ça doit être ça doit te bouffer. Moi, je veux vraiment, en effet, sur mon lit de mort, je veux pas me dire et si, tu vois. Je veux me dire, j'ai fait tout ce que je m'étais dit que je ferais. Me suis régalé. Enfin, ça, pour le coup, c'est la meilleure sensation, tu vois. T'es sur ton lit de mort et tu dis putain, je me suis régalé dans la vie. J'ai fait tout ce que. Ça, tu peux partir tranquille. Tout ce que je voulais faire et je suis allé jusqu'au bout de mes projets. Ouais. Bon, je crois que ça fait une autre bonne conclusion sur cet épisode. Les amis, un hors-série en direct de Maurice. On espère que ça vous a plu, qu'on n'est pas parti trop. On a quand même parti pas mal sur des sujets. Ouais, c'est un sujet un peu hors-série, mais je pense que ça peut vous plaire également parce que c'est un sujet qui parle à beaucoup de monde, mine de rien, la fiscalité en France. Et ce genre de l'entrepreneuriat. Et la bourse, le fait qu'on en parle beaucoup, mais c'est qu'à un moment, il y a optimiser ses placements boursiers, c'est intéressant. Et d'ailleurs, je veux terminer là-dessus sur une note importante, c'est que si vous voyez que vous passez des heures et des heures à vouloir optimiser vos placements boursiers, posez-vous la question, est-ce que vous feriez pas mieux de travailler comme nous deux on est en train de le faire dans le milieu de la bourse? Parce que, je veux dire, quand c'est une passion dévorante et que vous devenez un espèce de geek ou un nerd, vous écoutez tous les podcasts, vous passez beaucoup de temps. D'ailleurs, si vous nous écoutez depuis 1h30, il y a moyen que le sujet de l'argent, de manière générale, ça vous intéresse quand même beaucoup. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un métier à prendre là-dedans? Parce que nous, bon, on a des chaînes YouTube, mais il n'y a pas que les chaînes YouTube, il y a évidemment conseiller en gestion de patrimoine. Ouais, il y a plein de. Moi, tu vois, je viens de passer le conseiller en investissement financier. Là. Ouais. J'ai terminé le diplôme, donc je vais passer la certif AMF. Et derrière, c'est pas forcément ce que je vais faire, mais je pourrais potentiellement faire du conseil financier pur et dur avec une personne en one-one pour la conseiller sur son patrimoine, ses placements. Et je pense qu'il y a de plus en plus de. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par ça. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de demandes aussi parce que c'est un sujet qui est compliqué, qui est de plus en plus accessible. Il y a de plus en plus de contenu dessus, donc les gens s'y intéressent de plus en plus. Mais quand on n'y comprend rien, tu vois. Donc on a besoin. Et quand on n'a pas envie de s'y intéresser aussi, on a besoin d'avoir quelqu'un. Il y a plein de gens qui ont besoin d'un accompagnement sur les finances qui savent pas. Et je pense qu'en France, il va y avoir de plus en plus ce besoin de se dire, ok, comment je place mon capital. Et des personnes indépendantes, passionnées, tu vois. Parce que là, le problème de ces professions-là, c'est que la plupart sont biaisés parce qu'ils vont vendre des produits sur lesquels ils sont commissionnés. Et donc forcément, ils n'aiment même pas ça. Tu vois, ils ont fait un bac pro un peu par hasard. On leur dit, il faut que tu fasses un bac pro, tu vois, commerce, assurance. Et ils se retrouvent, tu vois, dans un métier. Eux, ils sont pas passionnés. Vous êtes passionnés. Franchement, demandez à votre banquier. Des fois, vous lui demandez c'est quoi Interactive Broker, il est pas capable de vous répondre. Donc, des fois, la personne qui est censée vous conseiller sur les placements, c'est la personne qui a les moins passionnés par ça, tu vois. Ouais. Donc, il y a vraiment ce problème aussi de dire merde. Il faut aller vers les choses qui se passionnent. Et il y avait un mec, j'aimais bien, il disait montre-moi ton YouTube et je te dirai qui tu es. Et t'ouvres le YouTube d'un gars, si tu vois des vidéos de golf de partout, tu te dis bon à toi, le golf. Et on a cette chance aujourd'hui. Alors ça veut pas dire que toutes les passions doivent être monétisées, doivent être transformées en tu vois, il y a des fois des passions, je sais pas, tu kiffes faire du jardinage, t'as peut-être juste envie de faire du jardinage et pas en faire ton métier. Mais quand même, c'est des indicateurs. Et aujourd'hui, ce qui est fou, moi j'en parle souvent avec Clem, je dis des fois je vois des mecs sur YouTube, ils font des commentaires sur One Piece, le manga, ils font des vidéos sur One Piece et ils gagnent leur vie avec ça, quoi. Ouais. Donc c'est génial, tu t'es passionné par un manga au point de t'es un nerd, tu connais par cœur, tu fais des vidéos là-dessus et tu arrives à gagner ta vie avec quelques placements de produits et tout. Ça, c'est les mecs qui font du commentaire de la NBA qu'on a vu sur TikTok, un mec qui fait beaucoup de vues avec un résumé tous les jours. Je suis sûr qu'il fait la TikTok money, lui. Tu vois. Je connais un mec sur TikTok qui fait des, je te l'ai dit, je connais un gars qui fait des donc LOL, le jeu League of Legends, il fait des captures de jeux, des meilleurs passages de certains streamers. Et pareil, il a dit qu'il faisait 2000 € par mois avec TikTok. Alors, après, c'est toujours pareil. Combien de temps ça durera? Est-ce que c'est... Mais c'est quand même un truc. Je veux dire, si vous êtes passionné par League of Legends, vous êtes passionné par le montage, tu fais ça. Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? Oui, bien sûr. Et je pense que tu vois, ce genre de business, c'est peut-être éphémère. Ouais. Genre, ça durera pas tout le temps. Mais tu développes tellement de compétences que tu rebondis derrière. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi avec le tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Ouais. Enfin, aujourd'hui, tu sais faire t'en fais pas forcément, mais tu sais faire de l'ADS, alors que c'est une compétence que tu as développée quand tu faisais du drop, dont on n'a pas forcément besoin aujourd'hui, mais tu sais le faire. Alors, ça a dû évoluer. Bien sûr, mais c'est une compétence qui est monétisable. D'ailleurs, je tiens à dire, ce qui fait la force aussi, c'est d'avoir une compétence qui est actualisée, parce qu'aujourd'hui, on est dans des domaines qui évoluent très vite. Ouais. Typiquement, mes connaissances de Facebook Ads, j'étais devenu un pro en 2016, 2017, 2018. Je pense qu'aujourd'hui, je m'y remets, je comprends plus rien parce que ça a dû beaucoup changer, etc. Donc, c'est des domaines aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en 6 mois, en matant toutes les vidéos et en étant à fond et vraiment déterminé, vous pouvez atteindre un niveau où vous en savez plus que 99%. Il
il y avait quelqu'un qui disait c'est difficile d'être bon partout, mais c'est étrangement facile d'être très bon sur un domaine. Et donc si tu te concentres sur, tu vois, l'exemple typique, la publicité sur les réseaux sociaux, ou même la publicité sur Facebook, ou même la publicité sur TikTok, encore plus spécifique, franchement, je pense qu'en 2 mois, il y a un paquet d'agences, tu peux être meilleur que 99% des gens. Et c'est un vrai business, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont être intéressés par vos services et vous proposer de la publicité sur TikTok. Il y a plein de marques qui voudront faire de la publicité. Donc, c'est pas forcément le truc passion, tu vois, totale, mais ça peut. Il y a aussi ce côté, quand on s'intéresse à un domaine et on se dit ah ça me plaît, en s'y intéressant de plus en plus, on peut devenir passionné. Moi, j'étais pas passionné. J'avais une boutique où je vendais des produits pour les chats. J'étais pas passionné par les chats. Et j'étais pas non plus passionné par le monde des chats. Mais finalement, toute la gestion d'une société e-commerce, Shopify, les ça c'était cool, etc. Là, j'ai trouvé du plaisir. Donc au final, j'ai switché parce que je voulais vraiment un truc plus passion qui me plaisait moi, avec lequel j'étais plus aligné. Mais il est possible aussi de mixer un peu des trucs, de se dire ok, ça m'intéresse. Là, il y a beaucoup de demandes. C'est un peu l'ikigai des Japonais, ce que tu aimes, ce que tu peux apporter au monde, là où il y a de la demande. Et l'un dans l'autre, tu arrives à trouver un truc qui te correspond bien, dans lequel tu vas prendre du plaisir et dans lequel tu vas pouvoir être bien payé, quoi. Je pense qu'on a tout dit. Hein. Ouais, il va falloir qu'on aille faire un petit repas qu'on a réservé pour 13h30. Les amis, on espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous dans le prochain podcast de nouveau à distance. À distance, moi à Pau et toi peut-être Maurice, je pense. Ouais. Ici. On vous prépare des petits épisodes sympas. On a quelques invités en line-up là. Donc ça va être sympa. On va aller creuser des sujets cool. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez passé dans les commentaires. À nouveau, on n'est pas anti-France. Non, pas du tout. La preuve, on va tous les deux retourner en France. On a clashé un petit peu le PEA. J'y suis toujours. Hein. Oui, j'y suis toujours. En plus, je dis on va retourner en France, mais voilà. Donc, c'est plus qu'on essaie d'aborder un petit peu les sujets qu'on discute. Et là, Maurice, c'était l'occasion puisque c'est vraiment un sujet qui revient souvent. Ici, à Maurice, les gens parlent beaucoup des inconvénients de la France. Les Français parlent beaucoup des inconvénients des expatriés. Donc, c'est un sujet intéressant. On espère que ça vous a plu. Et on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où dans quelques jours, quelques semaines, on retournera sur un bon focus bourse. On va essayer de reprendre le rythme aussi parce qu'on a un peu perdu le rythme ces derniers temps parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Moi, je venais ici, toi, tu avais aussi le lancement de la formation. Ouais. Normalement, ça va se calmer. On va essayer de reprendre le rythme. On va essayer de reprendre un bon rythme. Mais bon, on se dit qu'on préfère le tourner moins souvent, mais avoir vraiment une bonne vidéo.